Alors ça, je voudrais que vous m'expliquiez les coulisses de l'affaire Matuidi. Toute la semaine, on explique que Matuidi s'en va, que il n'entre plus dans les plans d'Emery. À l'arrivée, l'arrivée de l'entraîneur, ça sortit très vite quand même. qu'il comptait pas trop sur Matuidi, qu'il avait peut-être un bon de sortie. Du coup, la Juve s'est mis dessus. Oui, et Pogba est parti, 30-40 millions et finalement on ferme la porte. Non, ce qui s'est passé déjà, première chose, c'est la réunion avec l'entraîneur, c'est une chose, et puis le nouveau directeur du football, notre ami Kluivert, voilà, Kluivert. Et là, qui lui a expliqué, directeur du football, c'est assez drôle, mais c'est et qui lui a expliqué en gros qu'on avait besoin de lui, qu'on comptait sur lui et qu'on était prêt à re-signer un nouveau contrat. Ce qui veut dire, quand vous re-signez un nouveau contrat, que vous prenez un peu d'argent, parce que tout est là. Il est à combien, Matuidi ? Il était autour de 6 millions d'euros, je crois, par an. Donc là, il doit être au moins ça. Et puis ça veut dire qu'il prolonge. Donc peut-être valorisation. Peut-être une valorisation. Et Emery, voyons partir Stambouli, parce que ça paraît rien, le départ de Stambouli. Mais à un moment, vous avez besoin d'un effectif important. Stambouli partant à Schalke, ça veut dire un milieu de terrain en moins. Vous pouvez pas vous séparer. Stambouli, Matuidi, et vous allez jouer avec qui? Mais Matuidi, il va être titulaire cette année? Ah, c'est pas sûr, ça. Là, c'est pas une certitude, par contre. Donc ça va être le plus cher des remplaçants, quand même. À partir du moment où Emery change de système de jeu et on va visiblement passer à un système à 2 récupérateurs et que dans ses plans de départ, Matuidi n'est pas titulaire, effectivement, ça peut être un des remplaçants les plus chers de l'histoire. Maintenant, le Paris Saint-Germain va être appelé à disputer énormément de matchs. La première tendance du mois de septembre, notamment avec Ligue des Champions, c'est savoir lesquels de matchs Matuidi va disputer. C'est-à-dire les matchs importants, ceux qui comptent en Ligue des Champions, ou les autres. Eric Bilderman. La question du calendrier, effectivement, qui fera de toute façon que le Paris Saint-Germain ne pourra pas faire l'économie de faire tourner son effectif. 2, la fragilité récurrente de Verratti sur la dernière saison. Et de Mota. Pourquoi Verratti? Verratti, il a été blessé une fois, mais avant, il a reçu une blessure. Oui, mais c'est une blessure qui peut. Et on sait jamais. Il a rechuté. Et deuxième chose, Thiago Motta, c'est pas un joueur sur lequel on peut aujourd'hui se dire qu'il fera. Mais là, vous faites de la post-rationalisation. On nous a expliqué l'exact contraire pendant tout le mois d'août. Mais faut arrêter de penser qu'une équipe. Mais Pascal, quand même, vous êtes dans le football depuis longtemps. Faut arrêter de penser qu'une équipe, c'est 11 joueurs. Mais vous savez très bien qu'il y a des blessures tout le temps. L'année dernière, contre Manchester City. Et pas un seul milieu de terrain valide. Je suis d'accord avec ça. Je trouve formidable que Matuidi reste. D'abord, il est français. Permettez-moi de le dire. Il n'y a pas beaucoup de Français dans cette équipe. Et ça compte, je pense, dans la décision des dirigeants qataris. Quand même. Mais moi, je suis surpris par la décision de l'équipe de France. Ce qui est étonnant quand même, c'est qu'on parle d'un taulier du PSG. C'est un des tauliers du PSG. Donc on était prêt quand même à se séparer d'un taulier du PSG. C'est quand même étonnant. C'est l'un des hommes forts des 5 dernières années du PSG. On est tous d'accord pour dire que c'est une bonne nouvelle. Pour Paris, oui. Ah oui, c'est une bonne nouvelle pour lui, je sais pas. Pour Paris, pour l'équipe de France, pour Matuidi, j'en suis pas convaincu du tout. Pour le championnat de France, non, parce que s'il joue pas, il ira plus peut-être. Il jouera moins, donc il sera moins fatigué. Parce qu'on peut quand même pas dire que Matuidi soit dans une progression ascendante sur les dernières saisons. On lui reproche quoi au fond, de ne pas être assez technique? C'est un manque de technicité. C'est pas un reproche, c'est un constat. C'est pas un poste où tu tripotes. Oui, mais dans le jeu que préconise Emery, visiblement. Mais c'est vrai. Mais dans le jeu, tu fais des petits. Oui, mais dans le jeu du PSG, s'il joue vraiment en 4-2-3-1, on verra bien après quel système de jeu va s'imposer avec Emery. C'est vrai que si vous avez Verratti qui est très technique, alors apparemment il pourrait le faire jouer un peu plus haut. Il adore Krychowiak aussi visiblement. Il l'a pas fait venir pour rien. Et puis vous avez Mota et il y a Rabiot qui est là aussi. Progresse toujours. Absolument. C'est pas exactement le même registre que Matuidi. Non, mais vous avez quand même 5 joueurs dans le registre de récupérateurs relayeurs. Et vous avez donc différentes manières de pouvoir les utiliser. Aujourd'hui, il y a 5 garçons pour 2 places. 18h08 sur RTL. On refait le match sur RTL. Fini à Paris. Non, il reste. Il faudrait un attaquant, il faudrait un avant-centre supplémentaire. Mais c'est impossible et vous le savez comme moi. Mais à partir pourquoi c'est impossible? Parce que le niveau d'exigence du PSG fait qu'il faudrait un grand avant-centre et qu'ils sont en place dans les clubs. Non, mais à partir du moment réclamer. Oui, mais Pascal, on va pas être plus royaliste que le roi. À partir du moment où l'entraîneur lui-même a dit en conférence de presse que c'était pas terminé, qu'il pouvait y avoir encore des départs et des arrivées, on peut quand même. Ah bah là, attention, à eux de bosser en sous-main pour trouver des joueurs. Ah oui, mais là c'est difficile à savoir. Aujourd'hui, je pose la question. Non, mais Pascal a raison. Denis Valbert. Vous voulez un renfort au Paris Saint-Germain? Ça peut être qui? Agüero, Higuain. C'est fini. Non, ça c'est impossible. Non, mais ça tu vas prendre qui? Même Milik, il est parti à Naples le jour de l'Ajax, donc tu vas prendre qui? Tu peux prendre personne. Et quand tu vois Cavani, que j'adore, il n'y a pas de problème avec Cavani, puisqu'on mais ils sont partis sur l'idée que Cavani à le défendre. Mais bon, Cavani, quand même, il rate. Mais ils sont partis sur l'idée que Cavani serait le successeur d'Ibrahimovic. Maintenant, à lui de montrer qu'il peut l'être, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de doublure. Il n'y a pas 3 buts, parce que Ben Arfa n'est pas l'attaquant. Et puis il n'y a pas que le niveau de jeu de Cavani. C'est qu'à un moment donné, si Cavani se blesse.
s'il se fait les croisés ou s'il se... Il y a Gézé. Il y a Gézé qui est arrivé. Oui, mais enfin, non, mais c'est irresponsable. Franchement, je trouve, moi, c'est je léger, trouve que c'est irresponsable ce qu'a fait le Paris Saint-Germain. Pour le moment. Ouais. Tout le monde est en train d'expliquer que le niveau du PSG va être supérieur. Tu laisses partir Zlatan Ibrahimovic, qui est juste un génie. Tu ne le remplaces pas. Bah, c'est un génie, Ibra. Il est à Manchester, il a marqué tous les dimanches. Et alors t'as Pastore. Mais c'est un joueur formidable. Ça c'est une nouvelle ère. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Mais une nouvelle ère, tu le laisses partir si tu ne le remplaces pas. Le PSG est affaibli. Oui, enfin, le PSG, un enfant de 10 ans comprend ça. Le PSG n'est pas nécessairement affaibli parce que vous avez ramené des joueurs, vous avez changé d'entraîneur. Non mais attendez, vous avez changé d'entraîneur. Tu te mets en danger. Quand Ibrahimovic n'était pas là et que Cavani était à sa place, il l'a pas remplacé. Alors après on disait oui, mais il a le poids d'Ibra qui le regarde dans les tribunes. Il a toujours eu toutes tes excuses. Mais je suis Cavani. tout à fait d'accord. Et on est d'accord. Il peut être en difficulté, mais là, le Paris Saint-Germain ayant vécu ce qu'il a vécu avec Cavani devait anticiper sur des résultats médiocres de Cavani. Non, mais ils ont anticipé. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas pu les avoir parce qu'ils espéraient Neymar, ils ont tenté les gros coups, mais le problème c'est que ces gros coups-là ne pouvaient pas partir. Lesquels ils ne peuvent pas, c'est qu'ils ne veulent pas venir en Ligue 1. La première piste, c'était Neymar. Ils voulaient absolument Neymar. Lewandowski, ils ont cherché Lewandowski. À un moment, De Bruyne, ils étaient sur De Bruyne. De Bruyne a préféré aller en championnat d'Angleterre. C'est vrai qu'il y avait une certitude. C'est vrai qu'il y avait une certitude avant avec Ibrahimovic. C'est que le Paris Saint-Germain ne gagnerait pas la Ligue des Champions, ce qui s'est avéré exact, mais tu avais des garanties sur le championnat, sur le certain niveau du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il est vrai que tu as une énorme interrogation parce que Emery jusqu'à maintenant on fait exactement le débat de ce qu'on faisait tout à l'heure avec nous. On parlait de Séville, mais enfin Séville c'est une dimension Ligue Europa comme Emery. Il en a gagné 3, c'est formidable. On sait pas du tout ce que ça vaut Emery en Ligue des Champions. On sait pas du tout ce que ça vaut Emery pour gérer un vestiaire de caractériel. Et j'attends de voir ce qui va se passer, comment il va nous remettre en selle Thiago Silva par exemple, qui boude depuis le début de l'été parce qu'il est pas allé à Rio disputer les JO et gagner les JO avec le Brésil, etc., etc. Donc il y a vraiment une interrogation qui ne concerne pas seulement Cavani. Et Marquinhos qui revient, lui justement qui est parti au jeu, qui revient avec de l'ambition et qui veut du temps de jeu. Oui, et à juste titre. Parce que depuis le temps qu'il attend. À juste titre, bien évidemment. Et donc après, ça va être encore la question. Et il faudra gérer ce que tu disais, 3 milieux de terrain de haut niveau titulaires potentiels sur le banc à tous les matchs. Mais par contre, quand Pascal disait donc le PSG sera moins fort cette année, ça on peut pas. Non, on peut pas le dire parce que là vous avez un Marquinhos qui va devenir peut-être titulaire, qui est peut-être supérieur à ceux qui étaient avant. Kurzawa va peut-être être meilleur que Maxwell. Verratti ne l'a pas joué l'année dernière. Ils ont un joueur. C'est un buteur. Bon, tout à fait d'accord. Il y aura 2 tests de toute façon. Il y aura 2 tests pour le Paris Saint-Germain. Le premier, c'est quand même demain contre Monaco, c'est au Stade Louis II. C'est un test, même si à Monaco, il peut manquer quand même quelques joueurs. Et puis le 13 septembre, il y aura le match contre Arsenal. Arsenal qui a gagné, Eric Bilderman, vous êtes un grand spécialiste du football anglais, qui a gagné cet après-midi à Watford. Oui, 3-1. 3-1, but de Cazorla, de Sanchez, d'Ozil. 3-0 la mi-temps. Arsenal, c'est plus fort que Paris pour vous aujourd'hui? Ah non. Non, c'est pas plus fort que Paris. C'est même, je dirais, une équipe qui est cette année, à mon sens, plus fragile que l'année dernière. Elle est fragilisée par la pression des supporters, par l'agacement d'Arsène Wenger et par le fait que cette saison, ça va être du fait du renforcement des adversaires et du pédigré des entraîneurs des gros clubs. Ça va être pour Arsenal très compliqué dans le Big Four. Je pense que la Ligue des Champions, on l'a vu l'année dernière, il avait fait tourner son effectif sur le premier match, je crois que c'était contre l'Olympiakos, parce qu'il avait 2 rendez-vous essentiels en championnat. Il avait presque pris un petit peu à la légère ce début de Ligue des Champions, Arsène Wenger. Je pense que cette année, ça va être très compliqué, mais il sera sûr 2e du fait de la faiblesse du groupe. Allez, on marque une page de publicité. Ensuite, on parle de l'Olympique de Marseille avec la vente de l'OM. Un projet avec Denis Balbir, avec Eric Bilderman, avec Bernard Léonce, avec Hervé Penaud. Denis, je l'ai déjà trouvé plus vif quand même, Pascal. Nous parlons de l'Olympique de Marseille. Vous trouvez? Ah oui, beaucoup. Bon, l'OM. C'est le soleil, ça. C'est le soleil. Gérard Lopez, est-ce que c'est le nouveau cache-car, la vente de l'OM? Info ou intox? La vente de l'OM, ça fait 35 ans qu'on nous en parle. Il y a eu Cariès, il y a eu quand ils étaient là, ils nous disaient ça va être vendu demain. Maintenant c'est Margarita Louis Dreyfus qui fait des communiqués, ça va bientôt être vendu. Après le dément. Après il y a ce monsieur qui veut faire revenir Bielsa. On se dit tiens Thauvin s'il signe, c'est peut-être que Bielsa va arriver. On comprend plus rien. Il y a au moins une volonté officielle de la part de l'actionnaire majoritaire de se désengager. Mais entre dire je vais vendre ma voiture et pouvoir la vendre et l'avoir vendue, il y a quand même
une marge énorme. Surtout une voiture sans pneus. Surtout quand la voiture elle a été cambriolée, elle a été cassée et elle marche pas. Voilà. Bon, ce qui est vrai, c'est que ce type d'affaires nécessite la plus grande discrétion et que les journalistes sont quand même tenus à l'écart. Lorsque Jean-Michel Aulas l'autre jour a fait venir un investisseur chinois de 100 millions d'euros, personne ne l'a su, sauf au moment de la signature. C'est là où effectivement le problème, c'est que plus les acheteurs se font de la publicité sur le dos d'Olympique de Marseille ou d'un autre club, plus on peut douter de la véracité. Souvenez-vous ce qui s'est passé au Havre avec également pendant 6 mois, on a cru qu'il y avait un acheteur. Voilà. Donc là, sur l'Olympique de Marseille, il semblerait que du côté de Lopez, on a appris que l'actionnaire ne souhaitait pas donner suite dans la négociation et était plus enclin à aller dans une négociation avec un acheteur américain, et que donc en sortant Bielsa, en faisant fuiter une information comme quoi il aurait Bielsa dans la poche, bien évidemment que vous mettez une pression sur l'actionnaire terrible, parce que vous mettez le feu aux médias et vous mettez le feu à tous les supporters de Marseille quand vous mettez Bielsa dans la balance. Donc le nom de Lopez revient en tête d'affiche, mais ça ne veut pas dire que pour l'actionnaire il l'est. 19h17 sur RTL. On refait le match sur RTL. Victoire significative de l'OM hier soir, mais je les ai trouvés plutôt bons, avec une équipe capable de jouer ensemble, avec un collectif, et puis peut-être Gomis est-il la bonne pioche? Non, je les ai trouvés intéressants, puis surtout c'est que ça permet un peu facile de souffler, parce qu'il est tellement décrié depuis le début, depuis qu'il est arrivé au poste de manager de l'OM, mais de la même manière que les Lyonnais, j'ai trouvé une défense très faible. C'est-à-dire qu'en face, vous avez une équipe de Lorient qui était inexistante en première mi-temps. Donc il faut faire très attention aux résultats. C'est pas significatif. Eric Bilderman. S'il y a bien une équipe dans ce début de championnat qui va mal, qui va très mal, c'est Lorient. Ils ont déjà perdu des joueurs cadres comme Guerreiro, champion d'Europe. C'est pas nouveau ça. Avec le Portugal. Ils l'ont perdu à l'intersaison. Oui. Donc c'est nouveau. C'est nouveau puisqu'on en est à la 3e journée du championnat. Bastia, si mes souvenirs sont bons, ils sont un petit peu fâchés avec l'arbitrage. Et ils ont eu 3 expulsés sur les 2 premières journées. Déjà, ils ont fini à 11 pour une fois. Dont l'affaire Jeannot. Qui va être exclu peut-être pendant 6 mois. Donc on est là dans un club qui est un club familial. C'est certainement des clubs que je connais le mieux en Ligue 1, qui est un club actuellement traumatisé. Et qui te connaît le mieux. Mais là on parle de Marseille. Non, on parle de Lorient. Pour justement expliquer que s'il y a bien une victoire qui était évidente et qui n'est pas significative, c'est celle-ci. Ils sont tombés contre une équipe. Mais tu peux pas réduire encore une fois. Tu peux pas nier. Mais je peux pas dire Marseille a gagné, c'était contre des peintres. Mais c'est pas contre des peintres, c'est contre une équipe totalement traumatisée. Je suis obligé de le dire. D'abord, il faut voir que la défense qui Denis Balbé, c'est vrai très moyenne. D'ailleurs, on s'aperçoit que du côté de Saint-Etienne, du côté de Marseille, du côté de Lyon, c'est là où le bas blesse, c'est défensivement. Donc c'est quand même curieux qu'on puisse pas trouver de la stabilité en défense, qu'on a quand même des clubs. Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est très difficile de trouver des bons défenseurs centraux. Pardonnez-moi, tout le monde en cherche. Non, mais Marseille a rectifié le tir dans le fait que ses défenseurs au moins ne montent plus pour essayer de marquer, parce qu'ils restent derrière, donc déjà qu'ils sont pas bons, donc c'est mieux qu'ils restent derrière. Après un milieu où Cabella est resitué et où Gomis doit se procurer encore 4-5 occasions avant d'en mettre une, il y a quand même un petit peu de Denis, lumière. ce qui a été intéressant quand même, c'est les prises de décision de l'entraîneur. C'est-à-dire qu'en choisissant de jouer à 2 attaquants devant, même si le jeune frère, Sizeka, le frère de Mathieu Batshuayi, est pas très très bon, pour l'instant en tout cas. Il débute, mais en tout cas, le fait d'avoir joué avec 2 attaquants, d'avoir décidé d'un système beaucoup plus offensif, d'avoir changé en deuxième mi-temps quand il a senti que Lorient a pris l'avantage à un moment, et d'avoir renforcé son milieu de terrain, ça prouve quand même que l'entraîneur a eu des choix forts sur son équipe. Et ça, c'est important. Et il y a eu des mouvements intéressants collectivement. Et pour Gomis, le fait d'avoir autant raté en début de match, mais de s'être battu jusqu'à la fin, d'être sur tous les coups de pied défensifs et d'avoir enfin marqué ce but, ça peut aussi libérer. C'est important pour le collectif. Il faut quand même rappeler que Bafé Gomis est un des très très rares joueurs à avoir voulu venir à Marseille. Bien avant le début du mercato, il avait déjà imaginé cette possibilité de revenir en France et de revenir à Marseille. Donc sur l'état d'esprit, sur la volonté de venir faire une pige, de faire une pige, oui, parce qu'il est originaire de la Seine-sur-Mer, à côté de Toulon et de Marseille. Je veux dire, ce côté au niveau de l'engagement de joueurs comme Thauvin, Cabella, Gomis, qui sont pas des mauvais footballeurs, loin de là. Je veux dire, au moins tu as des certitudes sur l'état d'esprit. Après, l'ensemble de l'équipe, ça me paraît quand même assez léger pour pouvoir essayer d'espérer une bonne saison de l'OM. 19h21 sur RTL. On refait le match sur RTL. Qu'est-ce que Thierry Henry va faire chez les Belges, où il sera 2e adjoint
Alors par exemple, il n'y a pas de deuxième adjoint dans l'équipe de France. Il sera deuxième adjoint. Oui, il sera deuxième adjoint. Il y en a pas. Non, Donc, si, il y en a eu parfois. vous connaissez bien le nouvel entraîneur belge? Pas du tout. Ah oui, je le connais. Roberto Martinez. Oui, alors c'est un très bon technicien. C'est quelqu'un qui aime le jeu offensif, le football léché, la circulation de balles, le jeu à terre. Tout le monde. Mais non, pas comme tout le monde. Ah si. Villemot ça a été viré. Comme tout le monde. Mais qui est l'entraîneur qui n'aime pas le jeu léché, que son équipe marque des buts et qui joue bien au ballon? Il y en a plein. Mourinho, il a jamais été un chantre. Conte est un chantre du réalisme. Non, il y a. Enfin, terminé, Eric Biederman. C'est trop ridicule pour que j'ouvre un débat avec toi. C'est l'été. Voilà, c'est la fin de l'été. Roberto Martinez, c'est quelqu'un si on doit un petit peu caricaturer, il est un peu dans la famille de pensée d'Arsène Wenger. Voilà. Donc, on va être avec un football, avec une équipe belge qui a de la qualité, qui est basée sur un football offensif. Je pense qu'on va se régaler avec cette Belgique-là. Il faut quand même rappeler que c'est pas du tout une idée ni une envie ou un souhait de Roberto Martinez de faire venir Thierry Henry dans le staff technique des Diables Rouges. C'est ça qui est quand même assez incroyable. C'est-à-dire c'est son prédécesseur, c'est-à-dire notre candidat, notre ami allemand Ralf Rangnick, l'ancien entraîneur de Schalke, qui a fait acte de candidature et qui lui a eu cette idée, qui a été reprise et retenue à défaut de sa candidature par la fédération belge, qui a dit à Roberto Martinez, vous venez, mais on va vous adjoindre non pas un adjoint, mais un second adjoint avec Thierry Henry qui sera en charge. Alors il sera en charge, soi-disant, si j'ai bien compris, des attaquants. L'idée qui est pas mauvaise, c'est qu'à partir du moment où les 2/3 des joueurs belges évoluent en première ligue en Angleterre, ils auront l'œil, les dirigeants belges, de Thierry Henry, qui lui connaît très bien le championnat anglais. Et qui est consultant, c'est le consultant voilà, et le consultant mieux payé au monde. Exactement. Le mieux payé au monde. 6 millions d'euros par an. C'est ça. Je crois que c'était 4 millions de livres, et comme la livre a baissé de 20%, ça fait plus de 5 millions. Mais la difficulté quand vous êtes Thierry Henry, c'est de trouver un poste. Parce que vous n'avez pas débuté bas. Alors tout le monde sait que c'est un féru de football, il adore ça, il connaît absolument tout. Donc tout le monde sait qu'il est destiné, ou qu'il devrait être destiné à être entraîneur d'un grand club, mais vous pouvez pas commencer par le bas. Vous êtes comme Zidane en gros. C'est-à-dire qu'est-ce que vous faites? Et là on lui donne cette opportunité. Zidane, il a commencé, oui, la Castilla, en sachant qu'il était au Real, en sachant qu'on lui avait dit on te donnera les clés. Quand à un moment on lui a dit tu peux aller à Bordeaux, il a dit non, je préfère rester à Madrid, même avec la Castilla, parce que je sais que j'ai une chance. Le poste de Thierry Henry, c'est peut-être comme le dit Bernard, l'entraîneur en plus ou moins des attaquants. C'est pas une mauvaise idée. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est que ça peut lui mettre le pied à l'étrier, surtout rentrer dans un domaine qu'il connaît un petit peu moins, travailler avec un entraîneur qui est effectivement très réputé. En Angleterre, il a fait du sacré boulot, parce que lui, c'est vraiment l'anglais gallois, parce qu'il a surtout bossé là-bas. Et c'est quelqu'un qui a des idées sur le jeu. Donc peut-être que lui, ça va lui permettre d'exister enfin sur ce plan-là. Son rêve, c'est de prendre Arsenal. Aussi clairement, c'est que la porte s'est fermée c'est les mêmes prises dans la figure Arsenal par Arsène Wenger. Oui, mais pourquoi? Il y a un problème de personnalité avec Thierry Henry? Non, il y a un problème Arsène Wenger à Arsenal. Non, mais c'est normal. Regardez tous les anciens Gunners qui ont voulu revenir travailler au club. Vieira, tous. Combien il y en a qui sont revenus, Eric? Il y en a, à part Steve Bould, on peut pas dire que. Est-ce que ces gens, Bergkamp, Thierry Henry, est-ce qu'ils ont le niveau pour entraîner? Et on peut concevoir également. Bergkamp fait du très bon travail chez les jeunes du côté donc de l'Ajax. Vieira est en train de faire son école après avoir commencé à Manchester City. Il est aux États-Unis en MLS. Il n'y a aucune raison de douter de ces garçons. Quand vous êtes en plus un disciple d'Arsène Wenger, vous avez quand même toutes les raisons du monde de progresser. Oui, mais il y a quand même des joueurs qu'il a intégrés dans son staff, et des joueurs même qui travaillent pour lui. Quand même quelqu'un comme Adams. C'est un peu l'œil aussi d'Arsenal ailleurs. Moi, j'avais rencontré Adam, je me souviens, à Lille, il venait bosser un peu pour Arsenal. Pas des postes clés. Non, comme les scouts. Oui, scouts. Pas la même chose. 19h25, nous abordons le